Alors, est-ce que quelqu'un peut me confirmer que l'image et le son sont OK? J'attends la confirmation de quelqu'un. Si vous me regardez en replay, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Pierre Goethe, je suis ostéopathe, psychopraticien, formateur, conférencier. Je vous propose ce soir une conférence sur les émotions, les neurosciences. Bonsoir Nadine, rebonsoir. Est-ce que tu peux me dire que... Bonsoir Monia, est-ce que vous pouvez me dire si l'image et le son sont OK? Ok, ça fonctionne Nadine. Et c'est fluide, il n'y a pas de coupure? Donc si vous êtes en replay sur ma chaîne, bienvenue. Si vous êtes en replay sur mon profil Facebook, bienvenue. Et si vous êtes en direct, eh ben, bienvenue aussi. Ok, j'attends une dernière confirmation pour vérifier que c'est bien fluide. Et donc, on partira pour cette conférence sur les émotions, les neurosciences et le débunkage de plusieurs idées reçues qui sont présentes dans la littérature scientifique depuis les années 50, qui m'ont moi-même infusé. Ah, je vois des nouveaux messages. On entend et on te voit bien, l'image est top, tout est OK, yes, yes, ça coupe un peu. OK, bon, parfait, globalement, ça a l'air bien. Alors, on y va, je commence tout de suite. Merci aux 5 personnes qui sont là d'être présentes, d'avoir eu la patience de revenir. La conférence aujourd'hui, déjà, je vous remercie de m'avoir donné cette idée de sujet sur les émotions parce que ça m'a fait fouiller un peu la littérature et j'ai découvert une chercheuse dont je veux faire l'éloge aujourd'hui, Lisa Feldman Barrett. Et j'ai besoin de vous la présenter un tout petit peu pour que vous puissiez sous-peser un peu sa crédibilité ou sa légitimité parce qu'elle nous met des baffes à tous les coins de page dans ses bouquins. Donc c'est important de savoir que c'est pas quelqu'un qui dirige un kebab à Bobigny, mais elle est psychologue canadienne. Elle a à son actif 240 articles scientifiques dans les plus grandes revues internationales. Elle a reçu 20 prix internationaux. Elle fait partie des 1% des scientifiques les plus cités au monde dans la presse et dans les articles. Elle a été invitée par le FBI et le Congrès à exposer sa théorie révolutionnaire sur les émotions. Et elle co-dirige depuis 20 ans au Canada un laboratoire sur les émotions, sur le comportement humain, où elle co-dirige et elle fait travailler 90 doctorants et chercheurs. Donc voilà, tout ça pour vous dire que même si ce que je vais vous dire ce soir est un peu surprenant, eh bien ça vient pas de quelqu'un, ça vient de quelqu'un qui a un crédit tout à fait honorable et donc, ça mérite vraiment d'entendre ce qu'elle a à dire, qui n'est pas une hypothèse, mais qui est sa conviction scientifique, voilà, avérée. Alors, je vais vous exposer 4 chapitres. Le lien entre l'expression et l'émotion, le lien entre l'événement et l'émotion, le lien entre l'émotion et la réaction corporelle, et enfin, l'idée des parties de notre cerveau qui sont en lutte les unes contre les autres. C'est parti. Je commence avec le premier thème que vous avez. Alors en plus, si vous êtes venu à cette conférence, c'est que vous êtes intéressé par tout ça. Donc, vous avez lu des bouquins et vous avez, comme moi, pardon, été imprégné des mêmes concepts. Le premier, ce concept qui dit que pour une expression du visage correspond une émotion et qu'en observant attentivement l'émotion, on peut donc, l'expression du visage, on peut déterminer quelle est l'émotion ressentie par le sujet. Eh bien, et que cette émotion est facilement reconnaissable et qu'elle est universelle. Universelle, d'ailleurs, vous êtes déjà allé voir des films de Walt Disney ou de Pixar et vous avez remarqué que c'est vrai, enfin c'est vrai, vous vous êtes jamais trouvé en difficulté à interpréter l'émotion de tel ou tel caractère, personnage. Leurs expressions sont faciles à interpréter, elles font rire du Japon à l'Amérique du Sud en passant par l'Europe ou l'Inde. Donc c'est bien qu'il doit y avoir quelque chose d'universel dans ce lien entre l'expression du visage et l'émotion. Eh bien, Lisa Feldman Barrett, elle nous dit, vous avez tout faux, il n'y a aucun lien qui existe, même au sein d'une même culture. En fait, elle nous montre que une expression de visage peut
avoir deux significations émotionnelles différentes selon les sujets. Et elle nous dit aussi que même chez un seul sujet, une expression du visage peut avoir comme signification deux émotions différentes. Et en fait, quand nous croyons lire l'expression, quand nous croyons lire l'émotion, pardon, en observant le visage d'un sujet, parce que c'est bien l'expérience intime qu'on a. Tiens, je regarde cette personne, elle a l'air souriante, les yeux plissés, de l'éclat dans l'œil, les dents découvertes, que sais-je, je pense qu'elle est heureuse ou joyeuse. Eh bien, à ce moment-là, ce que notre cerveau fait, selon Lisa Feldman-Barrett, c'est qu'il est en train de chercher. Il est en train de chercher dans nos archives personnelles, historiques, et de computer pour savoir à quoi est-ce que cette émotion ressemble dans ce que moi j'ai vu chez les centaines, milliers d'humains que j'ai déjà côtoyés. Donc on n'est pas en train du tout d'analyser, mais on est en train de chercher dans notre banque de références personnelles. Vous voyez donc là qu'il n'y a rien d'universel, rien de culturel, et que c'est Lisa Feldman-Barrett a dit que vraiment c'est une hypothèse. Le cerveau fait une hypothèse, et nous le vivons comme une conviction. D'ailleurs, pour vous semer encore un peu plus le trouble sur la certitude que vous pouvez avoir, que j'ai pu avoir, que oh, je suis très fort pour deviner l'émotion chez les gens en les regardant bien attentivement. Je vous propose, pour débunker cette idée-là, de vous exposer trois biais cognitifs, trois biais par lesquels on peut se planter largement quand on interprète ça. La première expérience, c'est ils ont pris un visage assez androgyne et ils lui ont mis tantôt des cheveux longs avec des boucles d'oreilles et un peu de maquillage, et tantôt des cheveux courts et des fringues d'homme. Et en fait, ce visage androgyne, quand il était plutôt ouvert, plutôt légèrement souriant, eh bien, si c'était une femme, on disait qu'elle était émotionnelle, qu'il lui arrivait quelque chose, elle était un peu remuée. Et si c'était un homme, on disait qu'il était apaisé, serein et tranquille. Vous voyez donc déjà le biais en termes de genre là. La deuxième expérience a été faite sur des sujets avec une expression plutôt fermée. Enfin, les photos qui étaient données à évaluer, c'était des sujets avec des expressions plutôt fermées. Et si c'était des femmes qui avaient une expression plutôt fermée, l'hypothèse ou le diagnostic des gens qui regardaient ces photos disait elle doit avoir un problème émotionnel. Si c'était des photos d'hommes qui avaient une expression plutôt fermée, on disait le diagnostic c'était qu'il devait y avoir un danger et que l'homme était attentif pour une bonne raison. Vous voyez là l'énorme biais d'analyse selon que c'est un homme et une femme, alors que l'expression est exactement la même. Et enfin, le troisième biais de détection de l'émotion, en fait, on ne détecte pas une émotion, on peut juste la comparer dans nos archives avec nos expériences différentes. Eh bien, le dernier biais, donc, c'est les expériences ont montré qu'il était difficile pour les sujets de poser le diagnostic d'une émotion joyeuse si en même temps que le test, dans les airs, il y avait une musique triste. Et vice-versa. C'était difficile pour les sujets qui participaient à l'étude de déceler sur les photos une personne triste si pendant l'expérience, on diffusait dans les haut-parleurs une musique joyeuse. Vous voyez à quel point donc nous sommes remués de toutes parts par des facteurs qui peuvent grandement influencer le diagnostic qu'on peut porter en regardant le visage de quelqu'un pour déceler quelle est son émotion. Alors, qu'est-ce que ça, dans ma pratique, qu'est-ce que ça valide, ça? Maintenant, je vous parle de mes convictions et de ma synthèse, qui est sûrement pas absolument exacte, mais c'est la mienne en tout cas, et elle est étayée. Oula, pardon, elle est étayée d'années de pratique. Eh bien, ce que ça valide pour moi, c'est que déjà, pour être un bon, comment dire, plus nous avons une expérience humaine large et plus notre capacité relationnelle, elle est bonne et notre capacité à lire l'émotion chez les autres, elle est bonne. Puisque, je vous le rappelle, notre cerveau, tout ce qu'il fait, c'est archiver dans les expériences, dans les corrélations entre expression du visage et émotion qu'il a déjà connues. Enfin, ça nous invite, je crois, cette vérité qu'on ne peut pas lire l'émotion en fonction de l'expression du sujet, ça nous invite à une grande prudence dans l'interprétation. Et donc, ça valide, de mon point de vue, beaucoup
les thérapies humanistes au détriment des thérapies analytiques. Et oui, dans les thérapies humanistes, pardon, on ne pense pas avoir de vérité ou de connaissance sur l'autre. On prétend avoir une capacité relationnelle pour se mettre en relation avec l'autre et l'aider à débusquer ses propres obstacles, alors que dans les thérapies analytiques, que je connais un petit peu pour m'y être formé pendant 2 ans au moins, eh bien, on apprend tout un tas d'outils, de grilles de lecture qu'on va consulter comme ça, qu'on va consulter pour poser un diagnostic psychopatho, émotionnel sur la personne. Et du coup, ce que nous expose Lisa Feldman-Barrett me fait vraiment, vraiment, vraiment pas regretter d'avoir choisi une thérapie humaniste, la Gestalt, plutôt qu'une thérapie analytique. Et je me souviens, petite anecdote, je me souviens au début de ma carrière d'un psychothérapeute très, très, très compétent, je ne sais pas, en tout cas, qui travaillait beaucoup, qui avait voyé beaucoup de patients. Et je l'ai rencontré 2, 3 fois, on a discuté, et lui, je me souviens, il me dit, moi, dans la première séance, à la fin de la première séance, je dis à la personne qu'est-ce qui va pas pour elle, quel est son profil, je balance tout et je suis sûr de moi parce que j'ai 20 ans d'expérience et, et si je me plante, c'est pas grave parce qu'en fait, je me plante pas vraiment et des fois, même si elle revient pas, elle revient 5 ans plus tard en me disant vous aviez raison, etc. Eh bien, je suis content de ne pas avoir suivi sa voie. Je suis content d'avoir intuitivement été beaucoup, beaucoup plus prudent dans la représentation que je me fais du patient que j'écoute. Lisa Feldman-Barrett me donne beaucoup d'eau à mon moulin là-dedans pour être extrêmement prudent. Et ça valide aussi autre chose, c'est que ça valide pour moi une grande méfiance et hostilité même vis-à-vis de comment dire ça, la production cinématographique internationale. J'ai cité les films de Walt Disney, c'était pas pour rien. Toute cette culture qui nous montre des visages extrêmement caricaturaux dans l'expression. Je ne sais pas si vous avez regardé, vous devez avoir regardé des séries américaines. Comparez des séries américaines d'aujourd'hui avec des films des années 50 ou 60, vous verrez à quel point les expressions de visage sont pas du tout les mêmes, sont, de mon point de vue, beaucoup plus stéréotypées que des dizaines d'années en arrière. Et voilà, d'ailleurs, Lisa Feldman-Barrett explique ça. Elle dit que cette espèce de croyance qu'une expression égale une émotion vient de je ne sais plus quel chercheur dans les années 70 qui a posé ça comme une hypothèse qui en fait, selon Lisa, est plutôt une espèce de consensus, c'est-à-dire que la plupart des personnes consultées validaient le fait que tel sourire égale telle émotion, telle crispation d'œil égale telle émotion, mais en fait, ça n'a jamais été scientifiquement validé et ça s'est infusé dans l'esprit des gens comme étant une vérité scientifique. Un peu comme la Terre qui est plate. Hein. Et puis, on a découvert autre chose. Je change de sujet et je vous présente le deuxième thème à débunker selon Lisa Feldman. La croyance selon laquelle un événement qui nous arrive, une situation, va solliciter un certain circuit neurologique, pardon, certains organes dans notre cerveau, et ceci va aboutir à une émotion. Et que notre cerveau est comme, comment dire, passif dans cette transformation de l'événement en circuits neuronaux, en stimulation de tel organe, tel neuromédiateur, pour aboutir à telle émotion. Vous avez sûrement, décidément, pardon, entendu parler du rôle de l'amygdale. L'amygdale dans le cerveau, qui est censé, selon l'amygdale, c'est un peu la star de la neuroscience. Il y a des centaines et des centaines d'expériences, de bouquins là-dessus, sur comment l'amygdale serait directement impliquée dans les actions de fight or flight, quand nous sommes en face d'un danger important, d'une situation de stress importante, et que nous devons réagir pour sauver notre peau, en quelque sorte. Eh bien, et que l'événement et ensuite l'émotion nous arrivent et que nous sommes un peu passifs devant ça parce que ça passe par des circuits prédéterminés et on n'y peut rien. Ça nous arrive. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue dans ma formation de psychothérapeute à tout bout de champ. Eh bien, Lisa Feldman-Barrett m'a mis une gifle là-dessus
Anna Christina, le Pixar vice-versa est intéressant, il traite des émotions. Le Pixar vice-versa, eh bien, si c'est un film, merci Anna, j'essaierai de le voir. Alors, qu'est-ce que nous dit Lisa Feldman-Barrett là-dessus? Donc sur les circuits neuronaux, eh bien, elle nous dit que en fait, c'est pas vrai et que toutes les parties du cerveau sont actives quand nous ressentons une émotion. L'amygdale, elle décharge et elle, et elle fonctionne, dans toutes nos différentes actions ou émotions. Et en fait, c'est bien le cerveau qui crée l'émotion. Je vous le redis, c'est le cerveau qui crée l'émotion, qui la construit. Ce n'est pas quelque chose qui sort de nous malgré nous, c'est quelque chose que nous créons avec 3 ingrédients. Le premier ingrédient pour construire l'émotion, c'est la sensation. Qu'est-ce que nos sens perçoivent? La vision, l'odorat, l'ouïe, etc. Quelle est notre perception de la situation? Qu'est-ce que nous vivons dans notre corps? 2. Quels sont nos souvenirs? Je suis vraiment désolé pour ma toux. À quoi est-ce que cet événement, ces sensations nous font penser? Et ensuite, le cerveau va activer les zones je ne sais pas comment, si c'est bien formulé, mais en tout cas va faire des hypothèses et va construire l'émotion. Je vous la fais court. Ouh là là, je vois un précipice. Je commence à me sentir pas bien. Dans mon souvenir, il y a une fois où j'étais tombé de très haut et ça m'avait fait très mal. Alors je déclenche l'émotion de la peur. L'émotion, elle est absolument construite par notre cerveau. Elle n'est pas préécrite dans une partie ancestrale ou animale de notre corps. Elle est construite individuellement, pardon, elle n'est pas construite culturellement, elle est construite individuellement par notre cerveau. C'est ce que nous dit Lisa Feldman-Barrett. Et quand elle nous dit ça, c'est pas une étude qu'elle collecte, c'est des méta-analyses, c'est-à-dire des synthèses de centaines d'études pour aboutir à cette conclusion, que nous créons notre émotion. Et je vais vous donner 2 exemples pour ça. 2 exemples. Ah, c'est peut-être mon poêle à bois qui fume un peu et qui me fait tousser. Le premier exemple, c'est si vous rentrez dans une boulangerie ou si vous rentrez dans un cimetière. Si vous rentrez dans une boulangerie avec l'odeur du pain chaud ou dans un cimetière avec des tombes un peu partout et des gens plutôt tristes qui vont arroser des fleurs et se recueillir, eh bien, ça va peut-être déclencher un gargouillis dans la ventre ou une tension dans la gorge. Dans les 2 cas, ce sera d'un point de vue physique exactement la même sensation et exactement les mêmes manifestations corporelles. La différence, c'est que le cerveau, dans les 2 cas, va faire 2 interprétations extrêmement différentes en fonction de son expérience. Il va chercher dans ses dossiers, extraire une situation qu'il a déjà vécue dans cet environnement et créer, déclencher une émotion. Et je vais vous surprendre un tout petit peu pour cet exemple. En rentrant dans la boulangerie avec le bon odeur de pain chaud, le cerveau va se mettre à déclencher une émotion de peur si c'est là que la jeune fille ou le jeune homme s'est fait abuser par son oncle ou plutôt sa tante, tiens, puisque l'inceste ou les abus sexuels de femmes sur les jeunes gens, c'est beaucoup moins médiatisé et parlé, donc profitons-en, faisons un peu honneur à ces gens-là. Donc, si le souvenir dans la boulangerie est d'ordre traumatique, le cerveau va créer une émotion de peur, de surprise, de choc, d'effroi. Et à l'inverse, en rentrant dans le cimetière, si c'est à cet endroit que le jeune homme ou la jeune femme donnait rendez-vous à son amoureux ou son amoureuse pour vivre leurs premiers amours et leurs premiers émois, eh bien cette personne, quand elle va rentrer dans un cimetière, elle va créer, son cerveau va produire une émotion plutôt de joie, peut-être de nostalgie, en tout cas d'affectivité, de tendresse, je ne sais pas comment le dire. Et vous voyez là que l'émotion, encore une fois, est créée par notre cerveau. Alors ça nous intéresse parce que si on la crée, ça veut dire qu'on peut la recréer, la décréer. Et le deuxième exemple que je voulais vous donner pour illustrer ce que nous dit Lisa, c'est un matin où vous vous levez, par exemple, un peu triste, un peu tendu, triste et tendu. Eh bien,
2 solutions s'offrent à vous. Soit vous vivez la situation de manière passive et alors votre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Par souci d'économie et de cohérence, il va aller chercher l'expression émotionnelle la plus habituelle et la plus prête à l'emploi, la plus facile en quelque sorte. Et donc en se réveillant un peu triste et anxieux, il va plutôt vous faire éprouver, vous maintenir dans cette émotion de tristesse et vous faire aller chercher un cookie ou la couette ou mettre une musique triste ou ressasser des idées sombres, que sais-je, pour alimenter la pertinence de son choix de survie qui est de répéter ces schémas qu'il a eu l'habitude de répéter depuis l'enfance. C'est un peu la définition de la névrose. Et donc, voilà la première option. La deuxième option, quand vous vous réveillez un peu triste, c'est d'aller explorer peut-être le sens caché de votre émotion, ou en tout cas de ne pas vous laisser porter par l'habitude émotionnelle, l'habitude corporelle, l'habitude de comportement, mais de faire une pause et d'explorer pour vous fonctionne souvent par paire, et que quand il y a de la colère, il y a souvent de la tristesse dessous. Quand il y a de la peur, il y a souvent de la joie dessous. Les émotions fonctionnent par polarité comme ça. Et c'est d'ailleurs un de notre travail en thérapie, c'est de débunker les émotions qui sont, d'aider le patient à se débarrasser des émotions qui sont prêtes à l'emploi chez lui, qu'il utilise de manière habituelle mais plus tout à fait ajustée, parce que en dessous de ça réside une émotion qui, elle, n'a pas été vraiment traitée, qui n'est pas venue à la conscience. Pour vous illustrer cette dualité des émotions, j'ai choisi un petit texte de Khalil Gibran. Je suis sûr qu'il va. Enfin, non, en tout cas, moi, il me plaît beaucoup et je vous le lis parce que les poètes, des fois, sont beaucoup plus pertinents que les chercheurs. Donc, Khalil Gibran, le prophète, c'est un sage qui va méditer dans la montagne et puis, au bout de quelques années, quand il a compris, quand il a compris comment fonctionnait le monde, il descend au village et alors les gens l'interrogent. Une femme dit alors: Parle-nous de la joie et de la tristesse. Il répondit: Votre joie est votre tristesse sans masque, et le même puits d'où jaillit votre rire a souvent été rempli de vos larmes. Comment en serait-il autrement? Plus profonde est l'entaille découpée en vous par votre tristesse, plus grande est la joie que vous pouvez abriter. La coupe qui contient votre vin n'est-elle pas celle que le potier flambait dans son four? Le luth qui console votre esprit n'est-il pas du même bois que celui qui fut creusé par les couteaux? Lorsque vous êtes joyeux, sondez votre cœur et vous découvrirez que ce qui vous donne de la joie n'est autre que ce qui causait votre tristesse. Lorsque vous êtes triste, examinez de nouveau votre cœur et vous verrez qu'en vérité, vous pleurez sur ce qui fit vos délices. Certains parmi vous disent: la joie est plus grande que la tristesse. Et d'autres disent: non, c'est la tristesse qui est la plus grande. Moi, je vous dis qu'elles sont inséparables. Elles viennent ensemble, et si l'une est assise avec vous à votre table, rappelez-vous que l'autre est endormie sur votre lit. En vérité, vous êtes suspendus telle une balance entre votre tristesse et votre joie. Il vous faut être vide pour rester immobile et en équilibre. Cette dernière phrase, il vous faut être vide et en équilibre, moi, elle continue de me hanter et de me poser question. Je sens que je la comprends pas encore, mais j'espère qu'avec cet exemple de poésie, de philosophie, de sagesse, eh bien, vous aurez saisi la manière dont les émotions fonctionnent en polarité et que nous avons en quelque sorte à nous méfier de nos émotions automatiques qui sortent comme ça de manière habituelle et que nous gardons avantage, nous avons un avantage, alors je traduis de l'anglais dans ma tête, c'est pas bon ça. C'est intéressant pour nous de faire une pause quand nous nous sentons envahis par une émotion pour voir si en dessous de celle-là, il n'y en a pas une autre qui mérite aussi d'être accueillie. Alors, est-ce que j'oublie quelque chose dans ce chapitre? Oui, les conséquences de cette vérité que nous expose Lisa Feldman-Barrett, que à une émotion ne correspond pas un circuit neuro et que, en fait, toutes les parties du cerveau sont actives pour créer notre émotion. Eh bien, comment dire ça? Ça valide encore pour moi la pertinence des thérapies humanistes, où la subjectivité joue un grand rôle.
nous ne savons rien sur le patient que nous écoutons, sur le sujet que nous écoutons, nous l'aidons juste à explorer sa cave intérieure ou son grenier intérieur. Nous lui tenons juste la main et peut-être une bougie ou une lampe torche et nous allons dans les pièces de sa maison intérieure qui sont murées, qui lui paraissent menaçantes, dans lesquelles il n'a pas réussi à rentrer parce que ça fout la chocotte, parce que ça fait peur, pour plein de raisons. Et petit à petit, nous sommes le témoin de son exploration intérieure, mais à aucun moment nous détenons une sorte de vérité diagnostique sur la personne qu'on écoute. En tout cas, moi, je crois absolument pas à ça. Et d'ailleurs, je pense que les gens qui travaillent de cette manière-là prennent un risque pour le patient, pour leur ego, leur ego, après chacun travaille comme il veut, mais moi c'est clair, je suis extrêmement prudent et je propose pas comme ça de diagnostic émotionnel sur les gens que j'accompagne en thérapie. Alors, pour résumer ce que nous expose Lisa Feldman, elle nous dit que le cerveau, il est absolument pas fait pour réagir à la situation. Il est fait pour prévoir, pour anticiper et éviter qu'une situation du passé se reproduise. Il est fait pour éviter que la situation dans laquelle nous rentrons ne puisse à terme être dangereuse pour nous. Et je vous donne 2 ou 3 exemples. Heureusement que nous n'avons pas le vertige uniquement quand nous sommes tout à fait au bord de la falaise, juste avant de tomber. Heureusement que nous ne ressentons pas la soif uniquement quand nous sommes à 2 doigts de faire une déshydratation sévère, etc., etc. Vous voyez comment le cerveau est un gardien un peu optimiste, beaucoup trop optimiste, et qu'il recycle des expériences et des émotions passées en les collant sur les événements de la vie d'aujourd'hui, alors même qu'elles sont parfois, souvent, ça dépend des cas, pas adaptées. Troisième chapitre, le lien entre l'émotion et la réaction corporelle. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous trouvez dans les bouquins de psycho à tort et à travers, que j'ai moi-même mangé sagement, le fait qu'une émotion déclenche un certain type de réaction corporelle. La peur, l'élévation du rythme cardiaque, de l'hypertension, tel neuromédiateur, l'ocytocine, dans le, dans le lien, etc. Eh bien, là aussi, Lisa nous vient débunker ces idées-là en nous disant qu'il n'y a pas de corrélation entre une émotion et une réaction corporelle donnée. Elle nous dit même que la même émotion chez le même sujet peut donner des réactions corporelles tout à fait différentes. Ce qu'elle répète souvent, c'est que la norme, en termes de cerveau et d'émotion, c'est la variabilité. La norme, c'est la variabilité. Et pas la variabilité culturelle, c'est-à-dire que les latinos seraient d'une certaine manière et les japonais autrement. Non, non, c'est une variabilité universelle. Parce que bien sûr, dans ces études, elle est allée puiser dans différents pays, continents. Hein. Les méta-analyses, ça englobe des études scientifiques qui sont faites partout dans le monde. Elle nous dit autrement, je vous résume sa pensée, qu'il n'y a pas d'émotion écrite, prédéterminée dans notre cerveau, et que c'est notre cerveau dans notre histoire individuelle et singulière qui construit notre émotion, à partir de, je vous le rappelle, de la sensation et de la banque de données des informations historiques que nous avons à notre sujet, bien sûr. Si on peut créer l'émotion, on peut la décréer, on peut la recréer. Hein. C'est ça qui, je trouve intéressant dans ce qu'elle dit aussi, qui donne beaucoup d'espoir et de l'eau au moulin de la psychothérapie ou du travail sur soi. Alors là, accrochez-vous bien, le seul, asseyez-vous, le seul facteur dans ces méta-analyses qu'elle a pu mettre en avant et qui corrèle l'émotion à la réaction corporelle, c'est pas l'ocytocine, la dopamine, la noradrénaline ou que sais-je, c'est pas le rythme cardiaque. Le seul facteur qui crée le lien entre quelle émotion va créer quelle réaction corporelle, c'est l'action.
l'action, et même pas que l'action, la prédiction de l'action, l'intention de l'action, le projet de l'action. Oui, Sarah, je mettrai en lien les bouquins et les études et le site même de cette, je mettrai en lien tout ça. Rappelle-le-moi à la fin, si tu veux bien, Sarah, et toutes ces références, je vous les mettrai à déguster. Euh, donc, je vous le redis, l'élément qui permet de corréler quelle émotion va donner quelle réaction corporelle, c'est pas l'équilibre chimique de notre cerveau, c'est pas notre expression du visage, c'est l'action physique dans laquelle notre corps va être engagé ou la prédiction de l'action. Et donc, qu'est-ce que ça valide, ça, de mon point de vue? Ça valide que nous devons mettre dans notre travail sur nous, dans notre travail sur nous, psychologique, nous devons mettre de l'action, puisque l'action conditionne l'émotion. C'est l'action qui permet de prédire dans quel état émotionnel vous allez vous trouver. Je vous le dis autrement. Si vous êtes quelqu'un de souvent en colère et que vous passez beaucoup de votre temps à vociférer, à protester, à ressasser, eh bien, vous nourrissez en permanence votre corps de sensations qui sont en corrélation avec cette émotion. Et donc, au bout d'un moment, vous passez à l'action, c'est penser en vociférant, en protestant, que sais-je, en pestant, en manifestant. Et donc, l'action, puisque c'est le déterminant numéro un de votre émotion, selon Lisa, eh bien, cette action que vous allez poser va renforcer votre émotion et vous allez, au fil des années, solidifier, renforcer votre émotion de colère parce que vous y avez posé de l'action dessus. Alors, je ne suis pas en train de dire que quand on est en colère, il ne faut pas exprimer sa colère. Je suis juste en train de rappeler de, de vous informer des conclusions sans appel de Lisa Feldman-Barrett qui nous dit le prédicteur numéro un de l'émotion, c'est l'action corporelle. Alors, ça valide aussi le fait que dans le travail thérapeutique, nous avons à mettre le patient, le client en mouvement, en mouvement. Et, et ça me rappelle une personne que j'ai en, une personne que j'ai en thérapie en ce moment, mais aussi beaucoup d'autres que j'ai eu par le passé, euh, où la prise de conscience pendant la séance était absolument limpide, lumineuse, remuée même par de l'émotion tangible, palpable, par un... bref, il n'y avait pas de doute que quelque chose dans la prise de conscience s'était opéré. Mais ce que j'ai observé des dizaines et des dizaines de fois, c'est que s'il n'y a pas rapidement une action qui se met en place, une action physique qui se met en place, cette prise de conscience disparaît petit à petit. Et ça rappelle la phrase que je vous ai déjà citée dans une conférence précédente. Sans pratique régulière, la prise de conscience ne sert à rien. Elle est écrasée par le rouleau compresseur des habitudes, des loyautés et de la vie quotidienne. Donc l'action, l'action, l'action. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, donc de vous... ma petite recommandation, quand vous allez vous trouver en prise avec une émotion la prochaine fois, en utilisant ce principe que Lisa nous apprend, que c'est l'action qui détermine l'émotion, eh bien, faites une pause. Ne vous laissez pas entraîner par le flot habituel de pensée, action, émotion qui vous prend habituellement, mais faites un petit pas de côté ou un petit pas en arrière sur vous-même. Observez-vous, observez ce qui se passe dans votre corps en termes de sensations, comment vous respirez, comment vous vous sentez dans vos jambes, dans vos mains, dans votre visage, dans votre poitrine. Détaillez au maximum les sensations. Détaillez-les au maximum. Si besoin, écrivez. Pourquoi faire ça? Une superbe étude de 2011, de 2001, je crois, de UCLA, une référence prestigieuse, montre clairement que l'émotion est aussi corrélée avec le détail qui en est fait. Dit autrement, plus vous détaillez votre émotion, plus l'émotion diminue. Et pourquoi elle diminue? Parce que quand vous détaillez extrêmement bien votre émotion, en fait, le besoin, pouf, il émerge naturellement.
Je vous donne un exemple, si je suis absolument en colère parce que mon voisin a encore empiété sur ma pelouse avec son tracteur et qui m'a encore écrasé ma pelouse, etc. Et que c'est insupportable parce que je me sens envahi dans mon territoire et qu'il m'a pas demandé la permission, etc. Eh ben, si je détaille ça très clairement, le besoin, il va sortir tout à fait comme une évidence. Ben, il faut que je mette une clôture, ou il faut que je mette une pancarte, ou il faut que j'aille voir mon voisin en disant maintenant c'est fini, cette limite-là, je veux plus que tu la dépasses. Mais l'action à poser, en fait, le besoin vient naturellement une fois qu'on a qu'on a épuisé dans le détail l'émotion que nous ressentions. C'est l'émotion ressentie de manière grossière et sans beaucoup d'attention qui fait que nous répétons un cycle. Je lis un peu vos questions pour voir. Donc l'action. Alors Nadine, je comprends pas ton mot. Une sidération voulue. Christelle, trop juste. Nadou, un processus répété amplifie le comportement et l'émotion. Absolument, absolument. Donc observez les comportements, actions, pensées, émotions qui se répètent dans votre vie. Et la prochaine fois que ça arrive, soyez super attentif et observez ce qui se passe. Décalez-vous de vous-même et observez. Anna Christina, ça rejoint ta dernière conférence. Absolument, bien sûr, je vais. Des conclusions sont un peu les mêmes souvent. Nanou, détailler ses sensations lors d'une émotion ou phobie, la thérapie Tipeee. Ok, je ne connaissais pas ça, merci Nadine. Alors, je continue maintenant avec le quatrième et dernier thème. Le quatrième et dernier thème, c'est cette notion que vous connaissez aussi par cœur, sûrement, qui veut que nous aurions deux cerveaux, droit et gauche, qui seraient un peu en lutte. Deux hémisphères cérébraux un peu en lutte. Il y en a un, c'est plus la raison, la logique, et l'autre, c'est plus l'émotion, la sensibilité, la fibre artistique. Et que ces deux cerveaux, donc, sont prédominants chez l'un est prédominant chez l'autre et vice-versa. Il y a une espèce de tension, donc, en termes de circuits neuronaux, entre ces deux parties de notre cerveau. Enfin, vous avez lu aussi de nombreuses fois que l'équilibre de notre cerveau dépendait beaucoup du taux de tel et tel neuromédiateur, telle et telle hormone, et que c'est en prenant des médicaments qu'on pouvait réguler tout ça. Et enfin, vous avez aussi vu ça plein de fois, que nous aurions un cerveau reptilien issu de notre animalité préhistorique qui est là pour nous protéger des dangers vitaux, et puis que par-dessus aurait grandi un système limbique un peu plus évolué qui est le centre, qui serait le centre des émotions, et que encore pas au-dessus se serait construit le système frontal et préfrontal qui serait lui extrêmement sociabilisé, intégré, qui aurait un certain recul sur tous ces mécanismes internes et qui serait plus accessible à la raison, à la réflexion. Eh bien, asseyez-vous, mais quand vous allez lire Lisa Feldman-Barrett, elle met une gifle à tout ça. Elle met une gifle à tout ça et elle nous explique que, quelle que soit l'émotion qui est vécue, quelle que soit l'activité psychique dans laquelle nous sommes engagés, toutes les parties de cerveau, reptilien, limbique, frontal, préfrontal, sont activées. Toutes, à des degrés divers selon les gens. Et tenez-vous bien, le circuit neuronal emprunté par l'information, les zones qui sont activées entre ces trois systèmes, reptilien, limbique, frontal, préfrontal, dans une émotion, peut être différent d'un jour à l'autre chez le même sujet. Je ne sais pas si vous mesurez. Ça, c'est moi, ça m'a soufflé. Elle dit, Lisa Feldman-Barrett, souvent, la norme, c'est la variabilité. Ce qu'elle a constaté, c'est la grande, grande variabilité de nos processus cérébraux pour quand nous faisons face à une émotion. En fait, quand nous construisons une émotion. Vous voyez comme mon langage est infusé en fait de mes croyances obsolètes que nous devons faire face à une émotion qui viendrait de on ne sait pas où, alors qu'en fait, c'est notre cerveau qui l'a construit. Et il l'a construit donc pas avec l'amygdale, qui est pourtant citée un peu partout, mais cette émotion est construite avec toutes les parties de notre cerveau et pas forcément les mêmes ou dans le même ordre chez le même sujet pour la même émotion. Alors moi, ça me fascine, cette variabilité, ça me fascine et je me dis intuitivement comme ça que c'est peut-être une des clés
de notre succès en tant qu'espèce, c'est d'avoir des cerveaux qui n'empruntent pas toujours le même chemin et qui sont très créatifs à passer par des endroits, des ressources, des potentialités, des compétences dans notre cerveau différentes qui vont puiser dans chaque organe, qui certes sont un peu spécialisés, mais ils fonctionnent tous ensemble. Donc moi, ça, je suis juste fasciné et j'espère que vous partagez ma fascination. En tout cas, je suis très enthousiaste quand je vous parle de ça. Le critère numéro un, là aussi, asseyez-vous quand même, asseyez-vous. Je bois un petit peu d'ailleurs pour travailler le suspense. Donc, Lisa, elle nous dit les histoires de système limbique, tout ça, on met ça à la poubelle. Le critère numéro un qu'elle a trouvé dans ses méta-analyses pour établir qu'un cerveau avait un fonctionnement harmonieux, avait un fonctionnement, comment dire, apaisé d'un point de vue émotionnel. Eh bien, c'était pas tel et tel taux de neuromédiateurs, c'était pas le fait que l'amygdale fonctionne bien, c'était pas le fait que c'était quoi? C'était la santé physique. Je vous le redis, le critère numéro un pour la santé du cerveau et la santé émotionnelle, pour Lisa Feldman-Barrett, c'est la santé physique. Et attendez, c'est pas fini. Le critère numéro un pour la santé physique, selon toujours ces 20 ans de recherche en neurosciences, de la part de Lisa Feldman-Barrett, c'est les 3 premiers critères de la santé physique. Donc, c'est activité physique, alimentation et sommeil. Alors, vous voyez, là, on est très, 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 très loin de la maison de repos, du Xanax, ou de ce genre de traitement de choc, quoi. Hein. Et je dis pas que les antidépresseurs sont pas parfois utiles dans certaines circonstances, mais je suis en train de vous dire que un des neuroscientifiques les plus éminents dans le monde en ce moment par rapport au travail sur les émotions nous dit que le critère numéro un pour la santé du cerveau et la santé émotionnelle, c'est la santé physique. Et que les 3 critères principaux pour la santé physique, c'est l'activité physique, la qualité de l'alimentation et le sommeil. Donc voilà quelque chose qui, évidemment, donne de l'eau à mon moulin pour ceux qui me connaissent, qui fait partie des choses que j'ai découvertes très récemment, mais je suis très heureux d'avoir, pour ceux qui ne le savent pas, proposé depuis quelques mois déjà des séjours d'accueil thérapeutique où je propose mes différentes compétences d'ostéopathe, de psychothérapeute et de superviseur. Je propose de la nutrition, du massage et du coaching sportif. Parce que, ben, oui, ça fait longtemps que intuitivement j'ai compris que la santé de notre corps était déterminante pour notre santé psychique et émotionnelle. Carrément logique, nous dit Lilian. Et oui, Marie Châtelain, mettre en acte ses émotions, envisager une action à mettre en place permet de désamorcer et d'en faire quelque chose de plus constructif. Oui, Marie, ça me fait super plaisir. Ça, c'est exactement ça. Le déterminant numéro un de l'émotion, avant la santé physique, c'est l'action. C'est l'action du corps. Christelle qui me dit oui, oui, j'approuve fortement. Youpi, on est plusieurs à être d'accord, ça fait plaisir. Alors, ceci dit, je serais ravi d'avoir des commentaires de certains d'entre vous. Je sais qu'il y a 2 ou 3 collègues psy qui sont venus. Je serais ravi d'avoir vos avis si vous n'êtes pas d'accord avec les conclusions que je tire des travaux de Lisa. Parce que je suis loin de détenir la vérité. La vérité que je vous expose, c'est la mienne. Et j'aime discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi parce que ça me fait réfléchir ailleurs que depuis mon cerveau. Alors, mais attendez, c'est pas fini. Une autre conclusion que je me suis faite, une autre synthèse que je me suis faite de ce que nous dit Lisa, que le déterminant numéro un dans la santé psychique, c'est la santé physique et que c'est pas du tout une histoire de cerveau ou d'émotions qui nous arrivent et qui nous débordent. Eh bien, ça, je vous le dis autrement. Vous avez entendu cette phrase, moi je l'ai entendue des centaines de fois dans mes formations de psycho. Euh, Nous ne sommes pas responsables de nos émotions, mais nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Nous ne sommes pas responsables de nos émotions, mais nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Moi, j'ai mangé ça comme le catéchisme. Ah bon, nous ne sommes pas responsables de nos émotions? Ah ben,
Déjà, c'est un peu déculpabilisant, merci. Je sais pas qui a dit ça, mais merci. Et puis, j'ai mangé ça et j'ai travaillé en thérapie pendant 20 ans avec cette croyance, cette compréhension, cette vérité de l'époque que, ah ok, donc, du coup, quand je suis bouleversé par une émotion, ah, je suis pas responsable. Ça m'arrive. Pour preuve l'amygdale, pour preuve la sérotonine, etc. Je suis habité par une émotion comme ça, et cette émotion, elle dure en gros 3 minutes, et pendant 3 minutes, je peux pas faire grand-chose d'autre que je suis en haut de la vague là, et je me fais déborder par la vague, et j'attends que la vague passe, et au bout de 3 minutes seulement, je peux rassembler mon cerveau logique, hein, mon cerveau rationnel, pour analyser la situation. Et bien, à tout ça, je dis bye bye. C'est une représentation pour moi obsolète du fonctionnement psycho-émotionnel. Si c'est pas clair, je vous le redis autrement. Enfin, je sens que j'ai pas été tout à fait clair. Puisque le déterminant principal de l'émotion, c'est la santé physique et l'action, alors, et c'est pas le cerveau qui, par ses câblages et ses neuromédiateurs, nous impose une émotion, en fait d'ailleurs il la crée, eh bien, puisque je ne suis pas sujet-objet d'une émotion qui me déborde pendant 3 minutes, alors, ben, c'est pas la peine que j'attende 3 minutes. C'est pas la peine. Et dès que l'émotion me percute, je dois pouvoir installer ce qui s'appelle, je crois, la conscience ordinaire, la conscience réflexive, ma capacité à prendre un petit peu de recul sur moi et observer ce que je ressens, observer ce qui se passe en moi, observer mes pensées, observer l'environnement. Je vous le dis encore autrement. Dans le travail en thérapie, je, mes collègues, certains en tout cas, vous allez confirmer, quand un client, un patient en thérapie manifeste, exprime une grosse émotion, eh ben, on accueille l'émotion, on attend que la vague passe, et une fois que la vague passe et qu'il y a 3 Kleenex qui ont été imbibés de larmes et que les sanglots diminuent, tac, on revient dans le lien, on rattrape l'histoire du sujet et on l'interroge, on l'invite à explorer ce qui se passe en lui, à l'intérieur de lui, maintenant que la vague émotionnelle est passée. Et ben ça, j'y crois plus. Voilà. J'y crois plus. Et je sens que grâce à ce que j'ai lu de Lisa Feldman-Barrett, pour vous donner une idée, j'y ai passé à peu près 30 heures sur cette conférence, juste pour le plan et ce que je suis en train de vous délivrer. La lecture des expériences et des 2 bouquins, ça m'a pris, j'y ai passé les 15 derniers jours, j'ai fait que ça. Donc, ma synthèse de tout ça, c'est que je ne vais plus travailler de la même manière. J'ai perdu cette représentation du fonctionnement émotionnel. Je quitte cette représentation du fonctionnement émotionnel qui consiste à dire, d'un côté, nous avons l'émotion qui nous agit malgré nous et que pendant 3 minutes ou 5 minutes, pendant qu'elle nous agit, on n'est pas accessible à grand chose d'autre que elle, l'émotion, et à l'honorer. Bon, évidemment, ceux qui serrent leur émotion, qui empêchent de s'exprimer, je parle même pas d'eux, hein, ça, je parle pas de ça. Quand l'émotion arrive à sortir, eh ben, cette croyance que pendant ce cycle, pendant cette vague, il n'y a rien à faire, il faut juste sortir les Kleenex et pleurer, ou la colère et la laisser sortir, eh ben, je suis convaincu que il y a autre chose à inventer. Et que dans cette vague émotionnelle, il est possible d'introduire notre conscience ordinaire, notre attention, notre réflexion, notre raison, notre observation, et que c'est à nous de mélanger ça dans l'émotion. Un peu comme Lisa Feldman-Barrett nous dit que pour chaque émotion, pour chaque action, tous les organes et tous les neurones du cerveau sont activés avec à chaque fois une variabilité d'un sujet à l'autre pour la même émotion, etc. Et donc là, c'est un peu pareil. Dans ce monde où nous sortons de représentations binaires ou clivées pour entrer dans une représentation holistique du fonctionnement de l'être humain, je vois pas pourquoi. Ça me semble en fait comme une évidence. Maintenant, c'est facile à dire, mais ça me semble comme une évidence depuis quelques jours que il n'y a pas de raison que d'un seul coup on ne soit que une émotion qui déborde. Et puis une fois que c'est revenu, que l'émotion est passée, pof, d'un seul coup, bim, le cerveau rationnel, il revient et il marche, il est opérant. Non, 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 je suis en train de vous dire que, selon moi, selon Lisa Feldman-Barrett, ça c'est une représentation, une conceptualisation du fonctionnement psycho-émotionnel qui nous vient
des débuts de la neuroscience, des débuts de la psycho, et qu'on on s'est planté. Au début, on pensait que la Terre était plate, maintenant on sait qu'elle est ronde, ben voilà, on avance. En tout cas, moi, ça va changer ma manière de travailler, ça va changer ma manière même de gérer mes émotions. Je ne vais plus du tout attendre 3 minutes qu'elles passent. Alors quand je vous dis 3 minutes, bien sûr, c'est caricatural. Des fois, ça peut durer 30 secondes, des fois, ça peut durer 5 minutes. Mais voilà, je ne vais pas forcément attendre qu'elles passent, et je vais rentrer dans la vague plutôt que de me laisser porter, déborder par elle. Je vais rentrer dans la vague émotionnelle avec mon patient client en thérapie ou avec moi pour aller, avec ma lampe torche, chercher un peu à sentir, à observer, à comprendre. Je relis un peu mes notes et les vôtres. Rémi, on n'y croit plus, mais c'est ainsi, on aura quand même un minimum de temps d'une émotion. Le souci est de diminuer, 3 minutes ça va, savoir où la méthode semble aider à ça. Rémi, je ne suis pas sûr d'avoir compris ta phrase. Nadou, donc si l'on crée une bonne réaction émotionnelle, on reprogramme l'émotion. Oui, c'est ça. Donc le cerveau va créer chimiquement en adéquation. Absolument. Alors ça me fait super plaisir. C'est ça. C'est en prenant de la puissance et de l'autonomie et de la décision sur nos actions que nous changeons nos émotions. Le facteur principal qui permet comment dire, je me perds. Je vous rappelle, hein, le facteur principal qui permet de corréler l'événement à l'émotion, c'est l'action. Voilà, c'est l'action, c'est l'action. Donc nous avons à agir sur notre action. Quand nous sommes en proie à l'émotion, parce elle est construite, l'émotion, elle est construite. Alors je relis mes notes pour voir si j'ai oublié des choses dans ce chapitre. Inutile d'attendre 3 minutes, donc ça c'est une de mes conclusions perso et thérapeutiques. Commencer le travail tout de suite, et le travail notamment sur les polarités, notamment cette polarité entre la raison, l'analyse, et l'émotion, la sensibilité. Hein, vous voyez, comme j'incline ma tête, c'est encore une espèce de manière de catégoriser les choses, de dire que d'un côté, il y a le cerveau droit, gauche, il y a les émotions, il y a la raison. Et ben non, tout ça, pour moi, maintenant, c'est clair et net, c'est un gloubi-boulga, je ne veux plus les différencier. Je ne sais pas comment je vais faire encore, ça va me demander un effort de pensée, un effort créatif, professionnel, voilà, important. Je ne sais pas trop où je vais, mais j'y vais parce que ma conviction, elle est limpide. Elle est limpide. En tout cas, les travaux de Lisa Feldman-Barrett sont limpides. Alors maintenant, pour conclure un peu, laissez-moi vous donner quelques repères. Quelques repères, du coup, pour comment on va intégrer ces 4 éléments que nous dit Lisa Feldman-Barrett, comment on va les intégrer dans la gestion de nos émotions quotidiennes qui nous remuent. Christelle qui nous dit donc les actions positives vont se superposer et cela ira de mieux en mieux. Absolument. C'est l'action qui détermine l'émotion. Et même, c'est même aussi la prédiction de l'action. Euh, alors, Rachel, et s'il s'agissait d'utiliser le mouvement créé par l'émotion pour descendre du mental au cœur? Ouais, Rachel, ça me parle ce que tu me dis. Là où je me reconnais pas exactement, hmm, c'est que même cette représentation qu'il y a un mental et un cœur que j'ai, hein, comme toi, hein, mais maintenant j'ai envie de m'en départir un peu. J'ai envie de décloisonner pour voir ce que ça va donner si je décloisonne. Alors, je continue avant de répondre à vos questions après. Je continue donc pour vous donner une marche à suivre qui serait la synthèse de ces 4 vérités de Lisa que je vous ai exposées. Alors la première chose, c'est de commencer ce protocole sur vous ou sur vos patients et le commencer tout de suite. Puisque souvenez-vous, à chaque cycle émotion, action que vous laissez se dérouler comme d'habitude, le cycle, il se renforce dans votre tête. Ça devient une hypothèse de plus en plus vraisemblable de manger des cookies et de vous mettre sous la couette pendant un jour quand vous êtes triste. Donc commencez tout de suite. N'attendez pas 3 minutes, allez-y tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut comme outil quand on est débordé par une émotion? Il faut une capacité à nous contenir et à nous rassurer. Oui, les bras de notre maman quand on avait bobo, qui nous rassure et qui nous dit tout va bien mon petit, t'inquiète pas, ça va passer, ça nous faisait un bien fou, ça nous a construit. Donc on doit aller chercher ça, on doit se le donner à soi-même, ou alors on doit aller le chercher dans une relation thérapeutique.
On doit se le donner à soi-même. Et je vous donne une petite anecdote. J'ai fait du parapente pendant 5 ans comme un fou. Comme un fou, je veux dire, tous les week-ends pendant 5 ans. Et je me souviens la première fois où j'ai fait mon vol tout seul, parce que je venais de passer mon brevet de pilote. Et j'ai fait le jour où j'ai fait mon premier vol tout seul, il n'y avait personne. C'était à la colline à côté des Vences, je me souviens plus de la colline. Bref, j'étais tout seul, il n'y avait personne, pas de collègues du club, pas de moniteur, pas de touristes, seul. Et du coup, j'étais comme ça. Alors je m'installe, je règle ma voile, je fais demi-tour, je me lance, et du début à la fin de mon vol qui a été court parce que j'avais peur, eh bien, je vous assure que je parlais à haute voix. Lève la main droite, baisse la main droite, freine, freine, ok, relâche, relâche. En fait, j'ai recréé sans m'en rendre compte vraiment les paroles, les mots exacts de mon moniteur parce que ça me rassurait. C'était un doudou pour moi. Ça occupait mon espace psychique et émotionnel que de m'encourager, de me rassurer avec des mots très basiques de pilotage que j'avais entendus 100 fois pendant les cours précédents. Et ça m'a permis de mieux gérer mes actions. Donc, nous avons à développer notre capacité à nous contenir et à nous rassurer. Et si on n'est pas assez fort pour le faire, pour ça, eh ben, on va voir quelqu'un. Ensuite, vous avez vu que le cerveau, il crée l'émotion avec la sensation, j'oublie, avec le souvenir et avec l'hypothèse. Donc, avec la sensation. Mais le problème, c'est que pour avoir une sensation juste, optimale, il faut avoir un corps en pleine santé. C'est-à-dire que, je vous le dis autrement, si vous avez un corps raide et douloureux, mais votre sensation, elle est parasitée par votre raideur et votre douleur. Ceux parmi vous qui me lisez et qui faites du stretching ou des étirements ou du yoga, vous savez à quel point, quand on ouvre un espace corporel après une séance d'étirement, il y a du vécu psychique qui sort, il y a une forme d'émotion, il y a des informations qui sortent. Oui, nous fixons dans notre corps, dans les rigidités et dans les douleurs de notre corps, nous fixons du contenu psycho-émotionnel et nous le cadenassons. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a mal. Hein. La douleur, le symptôme est souvent une forme de somatisation. Donc, une des clés dans le processus de guérison émotionnelle, de traverser nos émotions de manière apaisée et d'en tirer les informations, les conclusions qui sont justes, c'est d'avoir un corps en parfaite santé, de travailler sur votre santé. Et un corps en parfaite santé, ben, c'est un corps qui digère bien, qui dort bien, qui est souple, qui est agile, qui est fort et qui est endurant. Et ben oui, un chat, si votre chat il n'arrive pas à sauter de la table au canapé, alors c'est pas un chat, c'est une tortue. Nous avons à prendre soin, y compris des qualités athlétiques de notre corps. C'est de mon point de vue déterminant. Enfin, souvenez-vous de l'expérience de la UCLA qui a corrélé le détail, le fait de détailler l'émotion avec le fait que l'émotion diminue. Plus on détaille l'émotion, plus elle diminue. Donc pour ça, pour détailler, ça veut dire qu'il faut que vous vous donniez du temps. Il faut que vous vous donniez du temps. Donc à chaque fois que vous avez une émotion, vous prenez le temps de détailler à la manière d'un journaliste. Qu'est-ce que vous ressentez exactement? Vous le détaillez. Et ce que je recommande souvent aux gens qui me suivent, c'est de tenir un petit journal de leurs émotions et régulièrement, plusieurs fois par semaine, dans un moment un peu de tranquillité, de recueillement, en tout cas de paix, eh bien de prendre 10 minutes ou une demi-heure pour écrire les émotions qu'ils ressentent, pour décrire les émotions fortes qu'ils ont ressenties dans la journée, en faire un inventaire le plus détaillé possible, puisque déjà rien que ça va diminuer le quota émotionnel et amener, souvenez-vous-en, de la clarté qui va conduire à nommer le besoin qu'il y a derrière l'émotion. L'expression enfin de l'émotion. Alors évidemment, vos émotions, quand elles vous arrivent, je vous invite à les exprimer. À les exprimer. Euh, alors si vous êtes triste, j'ai utilisé la métaphore de manger des cookies en se mettant sous la couette. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne manière d'exprimer vos émotions, si elles arrivent de faire ça. Mais en tout cas, euh, euh,
ce que je vous invite à faire, c'est de rentrer dans votre émotion de la manière la plus pure et la plus pleine possible. Mais dans un temps limité, dans un temps court, très court, parce que sinon vous vous exposez à quoi comme risque? À l'identification à votre émotion. Je ne sais pas si c'est clair ça comme terme, je ne sais pas si c'est transmissible comme ça rapidement, mais vous en connaissez sûrement des gens dont vous diriez: «Ah ben lui, il est habité par la tristesse, à chaque fois qu'on le voit il est triste, lui il est habité par la colère, il est tout le temps en train de vociférer, et cetera, et cetera». Et bien, ces gens-là sont collés à une émotion. Et souvenez-vous, si vous êtes collé, identifié à votre émotion, il y a fort à parier que vous allez vous mettre dans des situations d'action qui vont nourrir cette émotion. L'action, c'est le prédicateur numéro un de l'émotion. Et donc, pour pouvoir installer une action qui va aider à sortir du cycle répété habituellement, il faut prendre ce petit temps de recul, détailler au maximum l'émotion après l'avoir exprimée, mais pas trop longtemps. Donc, oui, taper contre un coussin, oui, laissez vos sanglots, vider votre boîte de Kleenex et aller jusqu'au bout du fossé émotionnel dans lequel vous êtes en train de tomber, mais faites ça sur un temps court. Alors pour vous donner un repère, en fait, j'ai envie de vous dire, vous le sentirez. Vous le sentirez le moment où vous venez de pleurer ou d'enrager pendant 5 secondes, 30 secondes ou 5 minutes, et à un moment donné, il y a un, vous reprenez votre souffle, il y a une espèce de rebond intérieur et il y a un redressement qui se fait dans votre colonne, dans votre poitrine. Il y a un changement qui se produit dans votre attention. Il y a quelque chose dans votre conscience ordinaire qui s'éveille un peu plus. Et bien là, c'est le moment d'en sortir. C'est le moment d'en sortir. Ça sert à rien de se faire une deuxième vague. Sauf si vous sentez que la deuxième vague, eh bien, elle apporte une nuance à la première vague. Mais si la deuxième vague émotionnelle de sanglots, par exemple, vous sentez que c'est exactement le même contenu psychique que vous évacuez, alors vous êtes en train de faire tourner votre disque. Hein, vous êtes en train de faire tourner votre disque émotionnel, et là, vous êtes dans un renforcement de l'émotion négative. Donc, allez au bout de votre émotion, mais sur un temps court, et soyez à l'affût du moment où vous allez détecter votre capacité à rebondir. Euh, Je vous rappelle aussi quelque chose qui prend beaucoup de place dans le travail en thérapie, c'est la recherche du besoin. Ok, tu as cette émotion, mais quel est ton besoin? Et en fait, cette question n'a même pas besoin d'être posée. C'est-à-dire que si vous allez au fond de votre fossé émotionnel et que vous goûtez, vous détaillez suffisamment votre émotion avec clarté, une fois l'émotion apaisée, que vous arrivez à vraiment à la décrire, et bien encore une fois, le besoin viendra de lui-même. Un peu comme quand, une fois que vous avez réalisé que, ah oui, vous avez un peu le dos raide et vous avez la bouche sèche et vous avez un coup de fatigue et vous avez une petite chute de tension, eh bien oui, en fait, vous avez soif. Votre besoin, c'est de boire. Et bien avec l'émotion, il se passe exactement la même chose. Une fois qu'elle a été exprimée et une fois qu'elle a été détaillée, le besoin arrive naturellement et clairement. Alors clairement, pas toujours. Des fois, nous sommes tellement embués dans nos mécanismes habituels que c'est là que la fonction miroir ou la fonction soutenante ou la fonction accompagnante du psy ou du coach ou du superviseur peut être utile, bien sûr. Mais déjà, seul, il y a une certaine marge de manœuvre, et en tout cas, c'est le protocole que je vous propose de suivre. Et enfin, en dernier, c'est la mise en action. Hein. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez de récolter ce que vous avez toujours récolté. Si vous voulez récolter quelque chose de nouveau, il faut agir, il faut planter, il faut semer quelque chose de nouveau. Donc,
le moment d'écriture, le soir, ça peut être un bon moment, une fois que vous avez détaillé l'émotion, que vous en avez extrait le besoin, ça peut être un bon moment pour écrire les actions que vous allez poser. Souvenez-vous de l'exemple de tout à l'heure, le voisin qui empiète sur ma pelouse, alors bah, je suis très en colère, mon besoin c'est d'aller lui mettre une pancarte ou une clôture, eh ben, je vais acheter cette pancarte et cette clôture et je la mets, et c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire. Je relis mes notes pour voir si j'ai oublié quelque chose ou pas. Oh, sûrement, sûrement, sûrement. Je vous propose je vais terminer ce petit moment par quatre phrases que j'ai choisies, quatre citations. Alors, l'ancienne version, c'était nous ne sommes pas responsables de nos émotions. Oh là là, que nous sommes victimes de ce cerveau taquin. Nous ne sommes pas responsables de nos émotions, nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Eh ben, pour moi, cette phrase, elle est obsolète. La nouvelle phrase que je vous propose, c'est nous sommes responsables de nos émotions et de ce que nous en faisons. Et surtout de ce que nous en faisons, parce que ce que nous en faisons renforce notre émotion. La nouvelle phrase, c'est donc nous sommes d'autant plus responsables de nos actions qu'elles renforcent nos émotions, dont nous sommes aussi responsables. Bref, vous avez compris le principe. La deuxième phrase que je vous propose, celle-là, par contre, elle n'est pas à débunker, elle est vraiment, elle reste juste malgré les travaux de Lisa. Nous ne sommes pas ce que nos parents et la société a fait de nous, nous sommes ce que nous faisons de ce que nos parents et la société a fait de nous. Nous avons une marge de manœuvre énorme puisque c'est notre cerveau qui crée l'émotion pour poser une action qui va elle-même entretenir cette émotion si nous n'y prenons pas garde. Enfin, euh, Irving Yalom, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est un, lisez ses bouquins, c'est du velours, c'est du miel, c'est du nectar. Et j'ai pensé à Yalom, un extrait de Yalom par rapport à cette ancienne idée de la lutte entre le cerveau droit et le cerveau gauche, de la lutte entre la raison et l'émotion, cette espèce de conflit interne qui ferait que des fois c'est l'un qui prend le dessus et des fois c'est l'autre. Tout ça, à nouveau, Lisa Feldman-Barrett, elle le met aux oubliettes. Eh bien, je vous propose cette phrase qui me donne la chair de poule à chaque fois de Irving Yalom que je la relis. De même que les os, les muscles, les viscères et les vaisseaux sanguins sont entourés d'une peau qui rend la vue de l'homme supportable, les émotions et les passions de l'âme sont de même enrobées dans la vanité, c'est la peau de l'âme. Je vous la redis pour le plaisir, pour mon plaisir, et j'espère le vôtre. De même que les os, les muscles, les viscères et les vaisseaux sanguins sont entourés d'une peau qui rend la vue de l'homme supportable, les émotions et les passions de l'âme sont d'eux-mêmes enrobées dans la vanité. C'est la peau de l'âme. Cette phrase me touche vraiment beaucoup. Je sens que je la comprends pas tout à fait et la question que ça me pose avec laquelle j'aurais plaisir à débattre avec vous. Enfin, c'est qu'est-ce qui fait en effet que nous avons autant de vanité, c'est les mots de Yalom, à vouloir cacher nos émotions, à vouloir apparaître respectable ou en maîtrise de nos émotions ou froid. Bon, j'ai des idées, mais ça reste quand même un peu mystérieux pour moi, qui me sent en plus tout à fait concerné par cette forme de protection, de vanité mise autour de mes émotions. Mais voilà, l'image que la peau qui entoure nos organes euh, et qui protège du regard, il y a un parallèle là avec la vanité qui entoure nos émotions et avec laquelle nous cachons nos émotions, me parle particulièrement. Et enfin, la dernière phrase, oui, c'est un auteur beaucoup moins prestigieux, Oprah Winfrey, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore lire des biographies de gens célèbres, de gens qui ont eu des réussites euh, assez exceptionnelles, et Oprah Winfrey en fait partie quand on lit sa biographie. Dans son bouquin, elle dit, peu importe le défi que vous avez à surmonter, rappelez-vous que si la toile de votre vie se peint au fil de vos expériences, vos comportements, vos actions et vos émotions, elle a dû lire Lisa Barrett, c'est quand même vous qui avez le pinceau dans les mains. Je vous la relis pour conclure. Peu importe le défi que vous avez à surmonter, rappelez-vous que si la toile de votre vie
se peint au fil de vos expériences, vos comportements, vos actions et vos émotions. C'est vous qui avez le pinceau en main. Et là, donc, Oprah Winfrey, elle vient mettre une gifle à cette croyance que l'émotion, ça nous arrive, ça nous déborde et que pendant qu'on est dedans, on est accessible à rien d'autre que l'émotion. C'est, encore une fois, je remets en question cette compréhension des choses et je vais désormais, pour moi-même et pour les gens qui me suivent en thérapie, m'attacher à rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Pour conclure, avant de vous donner la parole et d'interagir avec vous, les références qui m'ont servi à construire cette conférence, je les mettrai dans le lien de la vidéo sur YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Pierre Goethe, là où je vais mettre dorénavant les vidéos qui traitent de la santé psychique. Ma chaîne sur l'haltérophilie, c'est l'Haltérostéo, où là j'ai déjà une trentaine de vidéos sur le sport. Et je vous rappelle mes deux sites internet. Il y en a un, c'est www.pierregoethe.com et l'autre, c'est www.séjourthérapeutique.com, puisque j'accueille donc en séjour thérapeutique de 2 jours minimum des gens dans un environnement agréable et retiré au milieu de la forêt pour leur proposer 2 fois par jour soit de l'ostéopathie, soit de la psychothérapie supervision, soit du massage, soit de la nutrition, soit du coaching sportif. Voilà, tout est disponible sur place, bien sûr. Et je m'inspire, enfin, ou je me suis inspiré avant de la connaître, des travaux de Lisa Barrett pour déterminer que le facteur numéro 1 dans la santé émotionnelle et du cerveau, c'est la santé physique. Donc tout ça doit être pris en charge en même temps. Merci pour votre patience. Je vois que vous êtes encore 21 et je veux bien maintenant interagir et répondre à vos questions parce que je me rends compte que je suis resté un peu sur mon truc et j'ai pas beaucoup interagi avec vous. Alors, Rachel, le jardin d'Épicure. Ah, tiens, là, si tu peux développer un peu, Rachel. Euh, Marie, ça ouvre tellement de portes d'évolution vers plus de bonheur et de sérénité. Merci Pierre, merci Marie. Nous sommes aux commandes, il n'y a plus qu'à, absolument, nous sommes aux commandes. Et l'action, la santé physique, l'observation de la sensation, voilà ce qu'il nous faut. La vanité, la peau, n'est-ce pas le voile que notre ego aime garder et qui empêche justement de maîtriser nos émotions? Oui, oui, Rémi, ça me parle ce que tu dis. Christelle, nous allons donc de suite acheter les pinceaux appropriés. C'est ça. Et le mot de suite et les pinceaux, ça me plaît beaucoup ce que tu dis. Donc c'est l'action et c'est maintenant. Rémi Lenoir, conférence intéressante qui amène à de l'action. Ah ben merci Rémi, ça me fait plaisir si je. Et d'ailleurs Rémi, ça c'est vraiment quelque chose qui reste encore très mystérieux pour moi. Comment ça se fait que certaines personnes ou nous, à certains moments de notre vie, on a une prise de conscience et on passe à l'action dans quelque chose de concret, et d'autres fois, on a une même prise de conscience, on a une même réalisation et on passe pas à l'action. Ça reste mystérieux encore, ça m'intéresse beaucoup et je suis curieux d'avoir vos références ou vos commentaires là-dessus. Ah ok Rachel, c'est de Irving Yalom ta citation, d'accord. Alors je remonte un peu plus haut dans les commentaires. Le corps et l'esprit sont liés, c'est bien de l'entendre, rafraîchissant. Merci Pierre pour cette notion novatrice. Ok, merci Marie. Il paraît qu'il faut les exprimer avant 30 jours à partir du moment où elles interviennent, sinon l'émotion s'engramme. Merci Nadine, tu vois, je ne connaissais pas cette notion, qu'il faut exprimer l'émotion dans les 30 jours après qu'elle soit arrivée, surtout si elle est très traumatique. Ça me parle en effet. Euh, ça me parle. Notamment les gens qui ont les cellules psychologiques là après les attentats, etc. Tout ça, ça a vraiment de la pertinence. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des témoignages? Donc, si l'on crée une bonne réaction-émotion, on reprogramme l'émotion et le cerveau va créer chimiquement une adéquation, c'est ça? Catherine, oui, la santé physique est le centre de tout ça. Cela est dit dans la Bible. Le relire hors de tout contexte religieux, mais avec un chemin d'éveil. Le corps est notre demeure et c'est le support de connexion avec l'âme et l'esprit. Nous devons l'entretenir et monter sa vibration au plus haut pour nous connecter à notre part divine et à nos raisons d'être. Merci Catherine, ça fait plaisir absolument. La santé physique, c'est un non négociable si on veut être en bonne santé psychique et émotionnelle. Bérangère, ah salut sister, tu vas regarder la vidéo en replay, ça marche. Anna Christina, il me semble que ça change bien quand même. L'expression des émotions, de la sensibilité, c'est de moins en moins tabou. Superman et Wonder Woman sont en train de devenir humains. Oui, je pense comme toi, Anna Christina.
que les années 80 notamment nous ont beaucoup donné le sentiment peut-être qu'on était tout puissant et que la réussite c'était dans la matière et dans le clinquant et dans le Superman et le Superwoman qui viennent d'ailleurs de ces années-là, 70-80. Et je pense que maintenant ça change en effet. Ça change, nous avons plus de facilité, je crois, nous sommes plus encouragés à exprimer nos émotions. Rachel, l'exploration des émotions est au cœur de deux passions, la méditation et l'analyse de rêves. Ok. Alors, Rachel, oui, merci de ton intervention. Je suis un peu prudent, moi, avec la méditation, parce que elle peut aussi être un piège, elle peut aussi être un leurre dans lequel on vient juste puiser de l'apaisement et ensuite on retourne répéter les mêmes schémas psycho-émotionnels toxiques et névrotiques. Donc, oui, comme toi, je pratique la méditation et ça m'aide beaucoup, mais j'ai constaté un peu sur moi et beaucoup chez les autres que la méditation, ça pouvait être une fuite aussi. Une fuite, et je le dis encore autrement, quelqu'un qui n'est pas connecté à sa puissance physique, à sa capacité d'action, et qui fait de la méditation toute la journée devant une flamme, eh ben celui-là, je ne crois pas qu'il va beaucoup s'en sortir. C'est-à-dire que la méditation, elle est utile, mais elle est loin d'être suffisante. L'analyse des rêves, alors bon, ben, tu as dû comprendre, Rachel, que je suis prudent avec aussi avec toutes les formes d'analyse. Et, et, euh, mais bon, ça mériterait un débat entre nous avec plaisir. Je ne sais pas dans quelles circonstances. Cyril, j'ai quelques réponses à tes questions côté psychologie chinoise. Ah, alors là, merci Cyril. J'ignore tout de la psychologie chinoise. Euh, Sinon que ce que j'en ai lu m'a paru tout à fait, comment dire, tellement contextualisé culturellement que je me suis dit, oulala, waouh, les Chinois là, ils ont une histoire avec la psyché, avec le groupe, avec la collectivité qui me semble tout à fait différente de mes représentations et du coup je suis pas rentré dedans. Mais je suis curieux que tu m'en dises un peu plus. Rachel aussi, si tu veux me dire un peu plus de ce que tu penses de la méditation et l'analyse des rêves. Cyril qui me dit méditation, attention. Ben oui, je vous confirme, hein, je vous confirme. Euh, D'ailleurs, une précaution pour la méditation que je vous donne, euh, ça pourrait être si vous faites de la méditation, mais qu'à côté, il y a des moments où votre expression émotionnelle et votre expression physique, elle passe par des sommets d'intensité et que vous êtes capable de, entre guillemets, de déplacer des montagnes, d'être dans l'action, et ben alors je vous dis continuez à méditer. Mais si vous faites de la méditation de manière significative et qu'en face, vous n'avez pas d'expérience corporelle, émotionnelle, sexuelle, culinaire d'une grande intensité qui vous bouleverse, qui vous remue le corps et avec un corps en pleine santé, pas douloureux, souple, fort et agile, eh ben, il faut ralentir la méditation et il faut mettre du temps et de l'énergie dans le corps. Sarah, merci pour ce moment, à bientôt. Oui, en effet, à bientôt, Sarah. Cyril qui me dit la méditation, ça peut réveiller le dragon. Ah, ça, je suis curieux que tu en dises un peu plus. J'imagine que c'est le dragon chinois que tu évoques. Alors, tu peux m'en dire un peu plus, Cyril? Marie Châtelain, quid des émotions refoulées? Est-ce que ça existe ou c'est juste qu'il y a des moments où on s'éteint? Alors, Marie, puisque tu poses la question, j'y réponds. Évidemment qu'il y a des émotions refoulées. Évidemment qu'il y a des émotions refoulées. Je vais te donner un exemple personnel. Il m'a fallu attendre 25 ans, 20, même peut-être plus. Il m'a fallu attendre, je crois, ouais, entre 27 et 30 ans pour être capable d'exprimer pleinement une colère et de reprendre contact pleinement avec cette émotion qui a été familialement chez moi complètement réprimée. C'est même pas que j'avais pas le droit de me mettre en colère, c'est que l'idée que je puisse me mettre en colère était complètement impensable. Donc j'ai refoulé plein de colère. Je l'ai pendant des années évacué silencieusement et maladroitement dans une activité physique intense où mon coach me disait Pierre, toi, il faut qu'on te dise que quand tu arrêtais de t'entraîner, parce que si on ne te le dit pas, tu t'arrêtes pas. Et ben voilà une manière que j'avais
d'éviter ma colère qui était refoulée, que je ne savais pas exprimer autrement, sinon en dégazant, en laissant échapper la vapeur sous forme d'entraînement physique intense pour m'épuiser. Hein. Donc oui, les émotions refoulées, ça existe. Et à l'époque, j'aurais aimé que quelqu'un me glisse à l'oreille, Pierre, regarde comment tu t'entraînes là dans le sport, regarde toute l'énergie que tu y mets. Est-ce que c'est quand même pas un peu beaucoup? Est-ce que tu es sûr que qu'est-ce que tu ressens quand tu fais ça? Est-ce qu'on peut en parler 2 minutes? J'aurais, mais j'en avais pas conscience, bien sûr. C'est que dans mon travail, dans ma thérapie personnelle, que j'ai commencé à 21 ans, que je me suis rendu compte que wow, j'avais des montagnes de colère en moi que j'avais jamais, mais même c'est pas que je les avais exprimées, c'est que je les avais jamais même pensées. Elles avaient été tout de suite réprimées avant même de pouvoir venir à ma pensée, à ma conscience. Et alors, je vais jusqu'au bout de ta question, Marie. Y a-t-il des émotions refoulées? Oui. Est-ce que ça existe? Oui. Ou est-ce que c'est juste qu'il y a des moments où on s'éteint? Eh bien, Marie, les moments de notre vie où on s'éteint, c'est parce qu'il y a, c'est notamment parce qu'il y a trop d'émotions refoulées. Et que du coup, nous évacuons l'énergie de l'émotion refoulée par un autre endroit, mais ça peut durer toute notre vie. Parce que l'émotion, tant qu'elle n'a pas été adressée, euh, ça c'est de l'anglais, tant qu'elle n'a pas été honorée, tant qu'elle n'a pas été verbalisée et exprimée pleinement et dans le détail pour ce qu'elle est vraiment, et bien à ce moment-là, le sport, ça peut être une fuite, la méditation, ça peut être une fuite, la peinture, ça peut être une fuite, le syndicalisme, ça peut être une fuite, n'importe quoi peut être une fuite, et même la somatisation, le cancer peut être une fuite. Donc, euh, et ce que tu dis m'intéresse beaucoup parce qu'en effet, dès que vous remarquez que chez vous, il y a quelque chose qui s'éteint, une forme de vitalité physique ou intellectuelle, euh, eh bien, soyez attentifs. C'est pas que vous êtes en train de vieillir, c'est pas que vous avez de l'arthrose ou je sais pas quoi, c'est qu'il y a, y a des processus psychiques en vous des émotions qui n'ont pas déroulé tout leur cycle et qui, du coup, euh, continuent de fuiter par un endroit qui vous échappe. Méditation par la marche. Ah, Rachel, alors ça, méditation par la marche, ouais, ça, c'est autre chose. Évidemment, moi, ça me plaît beaucoup plus, ça, que la méditation devant la bougie ou en zazen, à cause, bien sûr, de ce que nous apprend l'éco-psychologie, la connexion à la nature, bien sûr, bien sûr, bien sûr, la méditation par la marche, mon Dieu, mais c'est la raison pour laquelle je suis venu habiter en forêt, moi, dans les Landes. Il ne se passe pas une journée sans que j'aille marcher. Et je vous encourage à marcher tous les jours. C'est une thérapie à soi tout seul. Christelle, d'accord. Rachel, vive la crise de mi-vie. Ouais, absolument. Euh, Cyril, la méditation peut mettre en exergue tous nos problèmes, voire rendre fous. Waouh, j'aime bien comment tu le dis, Cyril, je l'avais jamais pensé comme ça. En effet, la méditation, un des risques de la méditation, c'est que ça fait une loupe ou un entraînement, un contexte pendant lequel on se penche sur notre intériorité et que selon comment on médite et ce que nous faisons de ce que nous avons expérimenté dans la méditation, alors ça peut devenir comme la thérapie qui dure 30 ans, où on va voir le psy toutes les semaines, on décharge le patron, le mauvais mari, la mauvaise épouse, la mauvaise société, et quand on a été bien écouté, consolé, on se sent mieux, on repart dans notre vie mais on ne change rien, et on revient la semaine d'après et ça dure 30 ans. Donc la méditation comme la thérapie, absolument, je reprends ta phrase Cyril parce qu'elle me plaît beaucoup, la méditation peut mettre en exergue tous nos problèmes, voire rendre fou. Absolument, absolument. Et je pense que vous avez rencontré comme moi des gens qui font tellement de méditation que ils sont perchés là-haut et ils sont plus connectés avec leur puissance animale, corporelle, et ils sont plutôt, vu de chez moi, un peu éteints. Hein. Voilà. Donc, si vous vous sentez un peu éteint physiquement, énergétiquement, et que vous faites beaucoup, beaucoup de méditation, ben, il y a quelque chose à réajuster. Alors, Rémi Lenoir, j'ai pas réussi la méditation pour cela, je pense. Donc oui, il faut savoir ce qui nous va. Le tai chi peut-être, car c'est par le mouvement et non assis la méditation, je sais pas.
Eh bien, merci Rémi pour cette ouverture. Si la méditation, vous en faites beaucoup trop statique, essayez la méditation en mouvement, ou le tai chi, comme nous le dit Rémi, ou c'est quoi cet autre art martial où il y a des gestes très lents, il y en a un autre comme le tai chi, je sais plus, bref, ou la marche en forêt, hein, ou le jardinage. Le jardinage, ça peut être une forme de méditation, hein, une activité physique toute simple, dans laquelle vous êtes engagé, qui se fait au bout d'un moment de manière un peu automatique, et dans laquelle, du coup, au cours de laquelle votre inconscient, lui, il fait du travail. Et pour ceux qui, je ne sais pas, qui connaissent pas ou qui découvriraient, quand vous faites des actions comme ça méditatives, simples, enracinées, euh, eh bien, votre inconscient se met à travailler et d'un seul coup, bim, la réponse vous vient d'une question que vous vous posez depuis des semaines ou des mois. Et vous avez fait une analyse, la colonne des plus, la colonne des moins, vous n'avez pas trouvé la réponse, et bim, c'est en jardinant, au bout de 2 heures, les mains dans la terre, que vous, euh, que la réponse sort de votre inconscient, nettoyée des artefacts du mental et de l'ego. Donc oui, la méditation bien utilisée et incarnée avec un corps qui a un niveau d'énergie suffisant, c'est absolument salvateur. Merci Pierre pour cet éclaircissement. Il y a du taf. Eh ben, go Marie, go, go, go Marie. Rémi Lenoir, ton commentaire d'un moment, la médiation, mais je ne sais pas s'il y a eu une erreur d'interprétation sur médiation ou méditation. Mais non, Rémi, je pense que tu voulais dire méditation. Marie Bonotto, tout dépend selon moi du type de méditation que l'on pratique. Eh bien, Marie, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Quel que soit le type de méditation que vous pratiquez, s'il y a un déséquilibre entre votre quantité de méditation et votre quantité d'énergie physique et psychique disponible, vous êtes mal barré. Si vous méditez comme ça dans votre vie et que vous avez ça d'énergie psychique, vous êtes mal barré. C'est pas plus de méditation qu'il faut faire, c'est travailler votre vitalité physique et psychique. Allez voir un médecin, allez voir un naturopathe, faites du sport, revoyez votre alimentation, mais regardez quand même enfin, dans le mouvement New Age, et il y a une quantité de gens en Ardèche où j'ai habité pendant 20 ans, mon Dieu, j'en connais des dizaines, des gens qui font beaucoup de méditation, mais qui sont pas incarnés, qui sont des fantômes, qui on leur souffle dessus, ils tombent en arrière. Et si on est des humains, si on est des esprits incarnés, eh ben, c'est qu'il faut que notre corps il soit vivant et il soit énergique. Donc non, non, nous sommes pas là pour devenir des, des puissances méditatives, mais des puissances agissantes sur le monde, agissantes sur notre monde pour rendre le monde meilleur. Et ça, c'est avec nos mains. C'est pas avec la méditation. Donc je vous le redis, si vous méditez comme ça dans votre vie et que votre niveau d'énergie physique et psychique il est là, eh ben, ralentissez de 4 fois votre méditation et bossez sur votre vitalité physique. C'est ça la clé. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Lisa Feldman Barrett, Marie Bonotto. Le, le, le déterminant numéro 1 de la santé du cerveau et la santé émotionnelle, c'est la santé physique. C'est pas la méditation. C'est pas la méditation. Nadou Patchouli, écouter de la musique et bouger, danser en rythme en faisant le ménage. Absolument. Une super idée. Une super idée. Faites le ménage, faites la cuisine en bougeant, en mettant la musique à fond chez vous, c'est génial. La danse, absolument. La musicologie, absolument. Marie Bonotto, je suis curieux d'avoir ta réponse, bien sûr, hein. J'aime parler quand de nos désaccords. Le jardinage aide à s'ancrer, absolument. Marie, la méditation pleine présence est une méditation dite statique à l'extérieur, mais en mouvement intérieur. Génial, Marie, super, je te crois, et, mais je reste avec ma proposition qu'il faut veiller à un équilibre entre la méditation, entre, je vais le dire autrement, entre le niveau de pratique intériorisée notre incarnation. Enfin voilà, je pense que il n'y a rien d'ésotérique dans ce que je vais vous dire. Notre but, c'est pas qu'à la fin de notre vie, on soit des champions du monde de la méditation. Notre but, c'est qu'à la fin de notre vie, avec nos mains, on ait construit des hôpitaux, inventé
inventé une nouvelle forme de thérapie, écrit des livres qui aident les gens, soigné les gens, construit des maisons, peint des œuvres d'art et élevé des animaux. Enfin, c'est ça le but de notre vie, c'est qu'on agisse avec nos mains. Donc je le redis, dans la génération bobo que j'ai côtoyée parce que j'en suis, et dans la génération New Age que j'ai côtoyée parce que j'ai habité 20 ans en Ardèche, les gens qui font ça de méditation, mais qui dans leur vie font ça d'action, parce qu'ils n'ont pas la vitalité ou qu'ils n'y arrivent pas, eh ben moi je leur dis, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur parce que vous n'êtes pas venu sur Terre pour méditer 10 heures par jour. C'est pas vrai. Ce qui aide le monde, c'est Dieu n'a d'autre manière de répandre le bien que d'utiliser nos mains. Je crois que c'est ça la phrase hein, qui moi me parle beaucoup. Donc voilà, devenez champion du monde de l'action et pas de la méditation. Et c'est pas que moi qui le dis, c'est Lisa Feldman Barrett. Je reprends là, je me suis un peu emporté. Tadali, tada. Qigong, Anna Christina. Oui, le Qigong, c'est extra, c'est génial. J'ai essayé ça une fois à l'espace des possibles et c'est super. Bénédicte, thérapie, tous créateurs de notre vie au travail. Nettoyer la maison d'abord, dans tous les recoins. Quelle aventure, évidemment. Si votre maison. Bon, l'habitat, il faudrait faire presque une émission là-dessus aussi. Rémi Lenoir. En fait, si les maîtres d'arts martiaux ont raison, c'est qu'il faut être l'énergie terre avant, le physique des années, et ensuite la base est là pour l'énergie métal ou feu, etc. Donc la méditation. Merci, merci Rémi, j'adore ce que tu viens de dire. J'adore ce que tu viens de dire. C'est ça, c'est ça. C'est une fois qu'on a maîtrisé la vitalité et la capacité d'action de notre corps que qu'aller dans d'autres espaces comme la méditation apporte quelque chose de plus. Mais les deux, enfin, je le dirais peut-être autrement, les deux doivent, à mon avis, grandir de concert, grandir ensemble. J'aime bien comme tu le dis, je le relis, si les maîtres d'arts martiaux ont raison, c'est qu'il faut être l'énergie terre avant, le physique pendant des années, et ensuite la base est là pour l'énergie métal ou feu, etc. Donc la méditation, ça me plaît vachement. Cyril, le corps incarné, absolument. Sabine Mélez, merci Sabine pour ton commentaire, dis donc, ça fait quoi, 30 ans qu'on ne s'est pas vu? Cyril Delallé, mon maître chinois disait la même chose que toi sur le méditation. Ah, génial, ça me fait plaisir de savoir que je dis la même chose qu'un maître chinois. Ça m'éclate, ça me fait plaisir. Pourtant, je suis pas du tout un maître et encore moins chinois, mais ouais, bien sûr, la méditation, y a plein de gens qui se perdent là-dedans. Ça doit se doser, quoi. Nandou Patchouli, le mouvement c'est la vie. Christelle, ça fait plaisir d'entendre ces paroles. Ah ben, je suis content que si ça vous apporte des billes ou des clés de compréhension pour votre vie ou vos métiers de thérapeute, je suis super content, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Bon, je l'ai fait aussi parce que le confinement, ça commence à me saouler. Rachel, nous sommes des êtres sociaux et le sens de l'action est d'aller vers les autres sous quelque forme que ce soit. Alors là, Rachel, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le but de notre vie, c'est de faire avec les mains des choses avec les autres pour rendre le monde un peu meilleur qu'avant. Voilà, de s'occuper du monde, quoi, s'occuper du monde et créer des interactions positives et vertueuses avec les autres, absolument. Allez, je vois que vous êtes encore 12, donc j'arrêterai dans un petit moment quand je verrai que vous serez peu nombreux. J'accueille encore vos questions. Est-ce que j'oublie quelque chose que j'aurais voulu vous dire? Euh, Je vous rappelle que je vous mettrai en lien les bouquins et les sites internet que j'ai consultés de Lisa Feldman Barrett pour faire cette conférence. Vu qu'il n'y a pas de questions, je vous rappelle que je propose des séjours thérapeutiques, c'est-à-dire que vous venez me voir. Vous dormez dans un petit gîte au fond, à côté de la maison, en plein milieu de la forêt. Et 2 fois par jour, je vous propose mon accompagnement, soit en ostéopathie, soit en psychothérapie supervision, soit en massage, soit en nutrition, enfin un cours de nutrition, une séance de nutrition pour voir ce qu'il y a dans votre alimentation qui dessert votre vitalité, et enfin du coaching sportif, puisque vous l'avez compris, l'action, c'est important, et par le sport, on vit plein d'expériences intimes, intérieures, émotionnelles aussi, qui sont vitales pour un bon fonctionnement du cerveau et du cœur et du corps.
Gère tes émotions, Pierre. Et alors? Tu fais référence à quand je me suis emporté, là, il y a quelque temps? Ouais. Eh ben, j'ai encore du boulot, hein. Crois-moi, Christelle, j'ai encore du boulot émotionnellement. Heureusement que j'ai commencé tôt, parce que sinon, je crois que ça se serait mal passé pour moi. Bon, écoutez, si je vois plus de questions, allez, je répète rapidement le processus que je vous propose de mettre en place pour vous et pour vos patients quand une émotion arrive. 1. Commencez tout de suite, pas attendre. 2. S'assurer que vous êtes capable de contenir ou de rassurer si ça déborde. 3. Mobiliser le corps de n'importe quelle manière. Vous vous levez, vous mettez de la musique, vous dansez, vous marchez, mais en tout cas, vous mettez le corps en mouvement. Ensuite, vous donnez du temps à cette expérience. Vous laissez un peu de temps faire. Soyez pas pressé de tirer des conclusions. Ensuite, vous détaillez ce qui se passe en vous. Vous le détaillez à la manière d'un journaliste. Ensuite, vous exprimez l'émotion. Vous la laissez couler si c'est de la tristesse ou enrager si c'est de la colère. Et en vous appuyant sur la sensation, tout ça va faire émerger votre besoin, votre besoin. L'émotion, si elle est là, c'est pour nous dire que nous avons un besoin qui n'est pas exprimé. Et enfin, quand ce besoin est là, dans votre conscience, eh bien, vous allez le placer dans une action. C'est la chose la plus importante, selon Lisa Feldman-Barrett, qui conditionne nos émotions, c'est la mise en action. C'est l'action qui conditionne nos émotions. C'est nous qui créons nos émotions avec le cerveau et l'action, c'est l'élément déterminant qui permet de prévoir quelle va être l'émotion que nous allons ressentir. Marie, merci Pierre, au plaisir d'échanger avec toi sur la question de la méditation notamment. Oui, ça c'est sûr. J'imagine qu'on aura des choses à se dire. Rachel, merci et bonne soirée à tous. Eh bien, écoutez, vu qu'il n'y a plus de questions, je vais arrêter là. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre attention. Je vous rappelle que la vidéo sera visible sur YouTube, sur ma chaîne qui s'appelle Pierre Goethe, et tous mes sites internet pour mes différentes activités et pour les séjours thérapeutiques, tout ça est dans le lien de la description. Merci encore, et le message donc de la soirée, c'est nous sommes absolument responsables de nos émotions, c'est nous qui les créons, et en travaillant sur notre capacité d'action, nous avons absolument la possibilité de euh, nous départir de nos émotions qui peuvent nous paralyser ou nous mener dans des impasses pour trouver au fond